De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daoud Attal et Malik Achir. Tout de suite le dossier du jour. La prise en charge des enfants sourds reste particulièrement difficile sur le continent africain. Au Congo, un institut a été créé en 1971 pour accompagner les jeunes souffrant de ce handicap. Mais la structure connaît de grandes difficultés entre manque de matériel, de personnel et de financement. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Les personnes vivant avec un handicap méritent un suivi particulier. Le cas des sourds par exemple. Mais la prise en charge de cette couche de la société nécessite énormément de moyens. Dans les pays sous-développés, il est parfois difficile de consacrer les moyens nécessaires pour encadrer, éduquer et orienter les sourds. Généralement, les financements ne répondent pas aux besoins et les équipes ne disposent pas de matériel adéquat pour s'occuper convenablement des sourds. Autre difficulté majeure, l'orientation professionnelle des sourds. Après leur formation, il est souvent difficile de les situer en entreprise. Résultat, la prise en charge et l'orientation des sourds restent une équation difficile. En République du Congo, c'est l'Institut des jeunes sourds qui est chargé de former les sourds. École catholique privée conventionnée de type A, créée au début des années 70, l'Institut des jeunes sourds est un centre d'utilité publique. Il accueille les enfants vivant avec surdité. Problème, l'Institut n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir tous les enfants sourds de Brazzaville. Le fait que tous les enfants de Brazzaville ne fréquentent pas cette école est simplement dû à l'accueil qui est plus ou moins restreint. Nous ne disposons que de 350 places. Et en réalité, si nous tenons compte des critères de rééducation, nous ne devions accueillir que 200 élèves. Il n'y a pas de critères de sélection particuliers. L'accueil se fait sur présentation d'un certificat médical présentant le critère de surdité et nous regardons l'âge. C'est un domaine public. Les enfants sont accueillis librement, sans distinction, sans discrimination de race ni de religion. Le sureffectif, un problème non moins négligeable pour cet institut qui manque déjà le matériel nécessaire pour encadrer les apprenants. Avec la vétusté, certaines salles de classe ne sont plus en mesure d'accueillir des élèves, ce qui ne facilite pas la tâche des responsables. Autre difficulté, le manque d'enseignants. À ce jour, l'Institut des jeunes sourds manque d'enseignants qualifiés. Les rares enseignants qualifiés qui y travaillent, au total 6, seront admis à la retraite dans quelques années. L'Institut effectivement manque d'enseignants formés. Il nous en faudrait une vingtaine à peu près pour répondre à la demande actuelle. Les jeunes que vous avez rencontrés tout à l'heure, je les ai fait recruter dans les années 2003. Et ils ont été formés dans le tas. Parce que la filière de formation avait été fermée en 1998. Jusqu'à ce jour, l'université n'a plus jamais réouvert cette filière. Donc ce sont des instituteurs venus des milieux ordinaires que nous avons préparés, que nous avons rodés à la profession de pédagogue spécialisé. La difficulté semble être un peu contournée au collège. Le ministère de l'enseignement technique vient en aide à l'Institut des jeunes sourds en envoyant des enseignants du collège. Mais au primaire, beaucoup reste à faire. Dans les normes conventionnelles, une salle de classe de sourds ne comptait que 12 maximum. Puisque nous avons un enseignement individuel. Parce que chaque enfant qui arrive a ses difficultés selon son degré de surdité. Or, actuellement, nous avons 30 élèves par classe. Donc, c'est difficile pour l'enseignant de rééduquer cet effectif d'élèves dans sa classe. Jean-Pierre Léco est président de l'association Les Amis des Sourds. Depuis 2007, son association accompagne une cinquantaine de jeunes sourds à Brazzaville. C'est au cours d'une leçon de catéchisme que nous avons découvert ça. Nous avons mis le titre au tableau. On a demandé à ces enfants de lire, d'interpréter le titre. Et on s'est rendu compte que les enfants étaient incapables d'interpréter même ce qui est au titre au tableau. Alors qu'ils communiquent en langue de signes, mais ne savent pas interpréter ce qui est écrit au tableau. C'est là où on s'est dit, ces enfants-là ne savent pas lire, ces enfants ne savent pas écrire. Donc il faut créer une association pour être ensemble avec ces enfants-là. Aujourd'hui, l'association des Amis des Sourds envisage même de créer un centre d'alphabétisation. Le projet est en cours de réalisation grâce à des financements extérieurs. Pour ce centre, c'est un projet ambitieux. Nous voulions que ces enfants-là qui ont eu un alphabétisme de retour
puisse être rehaussé, hein, le niveau soit rehaussé pour qu'ils soient capables de communiquer avec les personnes entendantes par écrit. Ils soient capables de lire et d'écrire une phrase complète avec la syntaxe française qui est sujet, verbe, complément, au lieu d'utiliser toujours la syntaxe de la langue de signes qui est complément, sujet, verbe. Des associations comme celle-ci existent très peu au Congo. De même, les autorités publiques n'accompagnent pas assez ce secteur. Les sourds au Congo rencontrent d'énormes difficultés pour leur formation et leur orientation professionnelle. Car après les quelques formations qu'ils reçoivent, il est aussi difficile pour eux de s'intégrer dans une société ou de se lancer au compte personnel. Seule une volonté politique permettra à cette couche de la population d'être correctement encadrée et située. Daouda, quelle est votre réaction face à ces difficultés que connaît l'Institut des sourds de Brazzaville ? Je pense que de toute façon, c'est dommage de voir un institut qui s'occupe de personnes qui sont en situation de handicap lié à la surdité et au mutisme, et qui est ce centre-là qui ne bénéficie, qui n'a pas beaucoup de moyens finalement. C'est vraiment très désolant, d'autant plus que c'est quand même à l'État à qui il revient la charge régalienne de s'occuper de la santé de sa population, d'essayer d'éviter en tout cas tout ce qui est discrimination liée au handicap. Donc à mon avis, d'autant plus que la plupart des États, notamment des États africains, ont quand même ratifié ou alors en tout cas adhéré à la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Donc du coup ça les engage quand même à prendre en charge ce type de handicap et à permettre à ces enfants-là et toutes les personnes qui sont dans cette situation de pouvoir bénéficier des mêmes droits, du même accès à l'éducation, du même accès aux services de santé, de sécurité, etc. Or, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que c'est des initiatives privées, associatives, etc. Et donc là, ça pose quand même un gros problème à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment désolant de voir des situations comme ça, alors que c'est un travail vraiment très important que c'est ce type de centre qu'on a vu au Congo-Brazzaville qui font. Malik, justement, quand on voit que ce genre d'institut, le seul du pays pour les sourds, est d'origine associative, ça veut dire quoi? Que l'État a déserté ce terrain du handicap? L'État a déserté le terrain du handicap, j'ai envie de dire de l'éducation nationale, malheureusement, parce que beaucoup d'États africains ont été ces dernières années, ces dernières décennies, préoccupés par autre chose. Ils ont été déstabilisés, soit par des conflits, soit par des crises économiques. Donc c'est pour cela aussi que les handicapés ont été mis, les personnes handicapées, pardon, ont été mises de côté. Et malheureusement, on l'a vu avec le reportage, ce sont les associations et les organismes privés qui s'occupent de ce souci-là. Il est désolant de voir que malheureusement, on ne trouve que cet organisme dans les grandes villes. C'est souvent le cas. Et combien d'enfants sont sourds et muets et n'habitent pas les grandes villes? Ils sont des milliers. Et des dizaines de milliers en Afrique. Et ça, malheureusement, c'est une chose qu'on ne cite pas souvent. Et malheureusement, je pense que l'État doit impulser un mouvement parce que même si ça coûte cher, l'éducation, c'est toujours la priorité d'un État. Si vous voulez que le pays fonctionne bien, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, oui, l'éducation doit être prioritaire. Et ces personnes-là, les personnes handicapées, ne sont pas vouées à une formation, je dirais, qui les amènerait à être de simples exécutants. Ces personnes-là peuvent être des personnes qui encadrent des groupes. Ces personnes-là peuvent être des futurs managers. Avec les nouvelles technologies, c'est possible. Il ne faut pas considérer ces personnes-là comme des personnes de seconde zone, ce qui est souvent le cas en Afrique, malheureusement. C'est déjà le cas en Europe. Alors, en Afrique, imaginez, c'est encore plus grave. Donc, je pense que l'État doit revenir à son rôle principal, celui de permettre à ces personnes-là qui souffrent d'inégalités d'être des personnes considérées comme des personnes normales, entre guillemets. Ce sont des personnes normales, mais malheureusement, l'État, souvent, ne les considère pas telles quelles. Alors Daouda, dans des pays peu développés, comme le Congo par exemple, comment l'État peut-il favoriser justement cette éducation inclusive ? L'État peut le favoriser en assumant sa responsabilité, sa fonction régalienne, bien entendu, et en donnant les moyens qu'il faut
à ce problème. C'est à la fois, alors il faut dire que c'est à la fois un problème de santé également, hein, ça peut être lié à un problème je veux dire, les conséquences sont multiples, hein. Mais je pense que le plus important dans tout, c'est aussi d'être dans la prévention. Mais pas que essayer de panser les plaies de la situation, on va dire. Puisque la surdité et le mutisme, peut-être, on peut développer une politique de prévention également, hein, parce que il y a bien sûr les causes congénitales, mais il y a également les causes un peu précoces, on va dire, hein, parce que si on fait de la prévention, s'il y a une bonne santé publique, prise en charge de la femme enceinte, de l'enfant, etc., on peut éventuellement déceler ce genre de choses et corriger. Donc, malheureusement, l'État est souvent en Afrique en tout cas, dans une forme de fatalisme, entre guillemets. C'est arrivé, même les populations elles-mêmes parfois, hein, aussi ont leurs responsabilités. Puisque un parent qui voit son enfant sourd-muet peut également juste assumer cela. Des fois, les parents ont du mal à accepter de voir leur enfant grandir avec cette situation, et du coup, ils vont pas forcément aller dans le public pour en tout cas solliciter une prise en charge, etc. Or, comme c'est le rôle de l'État, ces parents ne doivent pas hésiter à montrer du doigt le phénomène, à demander à l'État, en tout cas, d'assumer ses responsabilités pour pouvoir prendre en charge tous ces enfants-là qui, en aucune manière, ne doivent être exclus à la fois du système scolaire, du système de santé et également de tout système, finalement, lié à la vie sociale du pays en question. Malik, vous êtes d'accord? Il faut aussi des campagnes de prévention auprès de la population? Bien sûr. Daouda l'a très bien dit, il y a des enfants qui sont rejetés, justement pour leurs différences. Et cela est dû à certaines, je dirais, une méconnaissance finalement de ce handicap-là. Beaucoup de parents sont confrontés à ce handicap mais ne savent pas quoi faire et rejettent malheureusement ces enfants. Donc oui, il faut vraiment une véritable campagne de prévention qui soit menée par l'État, bien sûr. Et cela, c'est quelque chose qui concerne tous les secteurs. Ça concerne l'éducation nationale, ça concerne le secteur de la santé, ça concerne d'autres encore secteurs qui relèvent de l'État et des prérogatives de l'État. Et je pense que c'est un processus qui voit le jour parce que vous avez quand même une société civile qui émerge dans beaucoup de pays africains, qui essaie de faire prendre conscience aux États de ces problématiques-là. Malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que le défi est de taille. Mais comme on l'a dit précédemment, et pour toute l'histoire des pays africains, cela relève aussi de l'histoire. Et ces États ont été confrontés à des problématiques difficiles, comme je l'ai rappelé, comme les conflits, les problèmes économiques. Donc on est au début d'une phase et j'espère que cette phase va aller loin. Daouda, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut légiférer dans ce genre de cas? On voit par exemple qu'au Burkina Faso, il y a une loi nationale qui a été adoptée de protection des personnes handicapées. Complètement, il faut légiférer effectivement pour au moins donner un cadre légal à la prise en charge de toutes ces personnes-là en situation de handicap. Mais même mieux, il faut d'abord que de toute façon que les États respectent les conventions qu'ils ont signées. Là, j'ai rappelé tout à l'heure la convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est sous la houlette des Nations Unies. Il y a beaucoup d'États qui ont reconnu cette convention, qui l'ont signée, certains l'ont ratifiée. Et quand on ratifie une telle convention, on s'engage quelque part. Et donc quand on s'engage aussi à prendre l'ensemble des mesures nécessaires dans le droit national pour pouvoir transposer cet engagement dans le droit national. Donc il suffirait simplement de regarder ce dans quoi on s'est engagé au niveau international pour l'adapter au niveau local, national. Donc bon, ça revient à légiférer, mais je veux dire, toutes les raisons sont là pour que les États légifèrent, mais légiférer c'est une chose, mais faire appliquer la loi et donner les moyens pour appliquer la loi, c'est encore une autre chose, parce que l'arsenal juridique, il existe, mais il faut les moyens pour pouvoir appliquer tout ça. Malik, le respect des conventions de protection des handicapés fait encore défaut dans les pays africains? Bien sûr. Au regard de la situation, si ces conventions étaient appliquées normalement, je dirais efficacement, nous n'aurions pas ces problématiques-là. Mais justement, nous avions évoqué les moyens.
Et quand vous voulez appliquer une convention, que ce soit pour le bien-être d'une population, cela suppose des moyens. Je pense qu'il y a des organisations internationales qui aident à l'application de ces conventions, qui aident des partenaires au développement, qui aident justement les pays africains à permettre d'appliquer ces conventions-là, qui est important justement pour ces populations marginalisées. Voilà, le problème là, on en revient toujours, c'est le problème des moyens, parce que, comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut peut-être apporter une solution par rapport au budget annuel? Est-ce qu'on peut penser, comme l'a fait l'Union africaine pour l'agriculture, pousser les États à accorder un minimum de leur budget chaque année au handicap? Bien sûr. Je pense qu'il faut aller vers une tendance. Tous les pays africains n'ont pas les mêmes capacités financières, nous le savons. Donc, dire à un pays africain de mettre tant d'argent, je dirais, un budget pour ce problème-là du handicap, ce n'est pas évident. Il faut voir aussi en fonction de ses capacités. Et en fonction de ses capacités, il faut lui venir en aide. Et ça, justement, vous avez raison. C'est le rôle de l'UA, de l'Union africaine. Elle doit regarder, elle doit mettre les cartes sur la table et dire, voilà, nous avons tel pays qui a du mal à progresser dans ce domaine-là, et notamment dans la question du handicap. Quelles sont les voies et les moyens pour l'aider? Et je pense qu'en mutualisant aussi les ressources des pays africains, nous pouvons y arriver, nous pouvons avoir des progrès dans ce domaine-là. Daouda, votre réaction rapide sur la position, sur le rôle de l'Union africaine? Oui, je pense que l'Union africaine peut au moins faire un plaidoyer. Bon, on sait très bien que parfois l'Union africaine ne peut pas forcément contraindre les États, oui, mais au moins un plaidoyer pour attirer l'attention des États. Bon, il y en a qui font quelques efforts, hein, mais il faudrait plus parce que c'est vraiment une population qu'il faut vraiment accompagner, en fait. Merci messieurs. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La cérémonie de signature de l'accord de paix pour une résolution de la crise malienne doit avoir lieu le 15 mai prochain à Bamako. Mais les négociations n'ont pas avancé. La coordination des mouvements de l'Azawad refuse toujours de parapher le document. Et les chefs d'état-major des pays membres de la Ligue arabe se réunissent ce mercredi en Égypte pour étudier la mise en place d'une force militaire conjointe. La création de cette force destinée à combattre les groupes terroristes avait été approuvée fin mars. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News.